J'ai fait une rencontre à l'image de cette ville, surprenante, très loin des clichés. Une ville à l'histoire chaotique, mélange d'un passé riche et prestigieux qui lui a valu le surnom de Petit Paris, mais aussi d'années plus sombres de communisme et dictature qui ont détruit et défiguré Bucarest, allant jusqu'à l'extravagance comme ce palais devenu Parlement. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui de Bucarest, c'est ce formidable dynamisme, une ville qui s'ouvre, s'épanouit, une ville très sécuritaire où il fait bon vivre, s'amuser avec de beaux espaces verts, des lieux tendances qui n'ont rien à envier aux grandes capitales. Bref, une ville attachante et à redécouvrir d'urgence. Pour faire le lien entre histoire, légende et modernité, une personne mieux que toute autre incarne ce nouveau visage de la Roumanie. Bucarest est une ville que j'aime énormément, où j'ai toujours eu un morceau de mon cœur qui battait. Et après 1989, ça s'est imposé comme une évidence, venir vivre ici. J'habitais à Paris à l'époque et l'évidence est venue mais très très vite. C'est dans les années 90, j'ai déménagé dans la ville de mon cœur, Bucarest. Mon titre officiellement aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs en Roumanie ou partout ailleurs dans le monde, c'est Princesse Briana Hélène Sophie Laure Caragiale. Et je préfère qu'on m'appelle Briana. J'ai horreur qu'on m'appelle Madame. Généralement, il y a toujours un petit moment de gêne parfois parce que, bon, appeler quelqu'un princesse, ça peut être très agréable, très rigolo ou un petit peu gênant. Et généralement, une fois passées les premières présentations protocolaires, je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. L'histoire un petit peu amusante qui est celle de mon ancêtre direct, Vlad Tepes, mieux connu dans le monde entier, c'est le nom de Dracula, qui est le personnage, en fait, le personnage réel, le prince roumain, qui a été à la base du livre de Bram Stoker, Dracula. Donc là, l'homme en soi, le prince, c'était son surnom, il s'appelait vraiment Dracula aussi, en tant que surnom. Et tout ça, c'est au fil des siècles, c'est complètement mélangé avec le personnage réel, qui lui était un prince guerrier en 1400 et quelques, qui était une époque où la Roumanie se luttait contre les invasions ottomanes. Non, pas seulement la Roumanie d'ailleurs, toute l'Europe, Mittel Europa. Et étant donné que c'était le Moyen-Âge, c'était un prince et un guerrier assez cruel dans sa façon de conduire le peuple, dans sa façon d'appliquer la loi et dans sa façon de se battre. Donc il y a les légendes et puis il y a aussi l'histoire réelle qui est assez sanglante. Pour une famille qui, approximativement, nous avons réussi à retrouver environ 1000 ans d'histoire. Donc c'est déjà beaucoup pour une famille à porter. Quand on vous dit ça, que vous êtes enfant, c'est un peu énorme et puis c'est complètement abstrait en fait. 1000 ans, ça peut être un jour pour un enfant. Ensuite, on grandit en entendant l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, les histoires dont eux parlent à table, les histoires qu'ils ont vécues. Donc, pour moi, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de très présent, de très réel, parce que j'ai grandi en étant obligée d'assister au dîner de ma mère ou de ma grand-mère et de les entendre parler. Donc, ces histoires sont très très vivantes dans mon esprit. Ensuite, on passe au passé un peu plus lointain, les crinolines, les années folles. D'abord, le début du siècle. Ma grand-mère est née à l'époque des femmes en corset et en crinoline. Donc c'est très étrange. Elle a vécu pour prendre le Concorde. Donc c'est extraordinaire. Ce sont des vies qui sont des histoires en soi. En repartant en arrière, tous ces gens qui ont vécu, c'est vraiment toute une tranche de l'histoire pas seulement de la Roumanie d'ailleurs, de l'Europe orientale, qui se retrouve au travers de familles comme la mienne. Ça part de l'Empire byzantin jusqu'à la Roumanie actuelle. J'avoue qu'être une personne publique et donc une personne connue, reconnue dans la rue, même arrêtée parfois, et pour parler, parfois ce sont juste des petits échanges, parfois c'est une photo, parfois c'est un échange de conversation bref et souvent intéressant. Peut être excessivement utile parce que, pas d'une façon personnelle, mais d'une façon générale, pour faire avancer les choses. J'estime que lorsque quelqu'un atteint le statut d'une façon ou d'une autre de personne publique, cette personne a une responsabilité, c'est de s'en servir pour quelque chose.
niveau personnel, je viens d'une lignée de trois, ma mère et ma grand-mère, de trois femmes qui ont été assez impliquées, chacune à son tour. Ma grand-mère, Première, Deuxième Guerre mondiale, maman, Deuxième Guerre mondiale. Et en grandissant et en atteignant l'âge adulte, il était quasi inévitable que je m'applique, et je pourrais même dire que je sois engagée maintenant, principalement dans les droits de l'homme, tout ce qui concerne les droits de l'homme, parce que même l'environnement, même tout ce qui touche à notre façon de vivre, notre façon de consommer, tient des droits de l'homme, en fait, de nos droits fondamentaux. Le droit à l'eau propre, le droit à l'air pur, ce sont les droits de l'homme. Il m'arrive encore de répondre positivement et même avec plaisir à des émissions qui sont plus souvent des documentaires. Tout ce qui tient d'un peu de la télé-réalité, j'évite totalement parce que ça me paraît très trivial. Par contre, les documentaires que j'ai fait avec plaisir pour des chaînes telles que Discovery Channel ou History ou des chaînes similaires, Channel 5 anglais, Travel Channel récemment, qui était une interview très agréable et très sympathique où j'ai eu l'occasion de parler. Je le fais parce que j'aime avoir l'occasion de parler de mon pays aussi, pas seulement de moi. À travers moi, j'essaye d'exprimer aussi tout un pays qui mérite d'être connu, qui mérite d'être découvert et qui mérite mieux que la réputation qu'il a en général, ou le manque de réputation d'ailleurs. À présent, et depuis que je suis une personne très, très publique dans ce pays, dans une moindre mesure de façon planétaire à cause de l'ancêtre, j'avoue que parfois ça me fait plaisir d'aider à promouvoir une multinationale, une grande société, mais dans la mesure où cette société a un engagement excessivement responsable face à ses employés, au niveau du travail et face à l'environnement. Nous sommes actuellement au centre, mais vraiment le centre historique de Bucarest, qu'on appelle en roumain le Centrul Vechi. Et derrière moi sont les ruines du premier palais de Vlad Tepes à Bucarest, dont d'ailleurs il est le fondateur. Bucarest, la ville, a été fondée par mon ancêtre Vlad, dans les plaines qui allaient de son ancienne capitale, qui était un peu plus au nord, vers ce qui est actuellement la Bulgarie. Il se baladait à cheval, il a vu ces plaines, il a décidé ici sera ma capitale. Et son premier palais a été construit juste derrière moi. Aujourd'hui, malheureusement, les ruines sont pas très très belles à voir, pas très bien mises en valeur, mais c'est quand même, c'est vrai que je ne peux pas être très objectif quand j'en parle, j'avoue, mais c'est quand même très beau. Et tout le vieux centre de Bucarest est un endroit excessivement vivant. Plus les pierres sont vieilles, plus l'endroit est vivant. C'est magique.